Et bonjour, toujours en direct du TGS de Toulouse dans ce Daily Noob. Aujourd'hui je suis avec Antonin qui est le gardien de son équipe de Quidditch, l'équipe de Quidditch de Toulouse, le Toulouse Quidditch, et qui va nous expliquer, alors on vous avait déjà expliqué les règles du Quidditch lors d'un autre Daily Noob, celui qui se passait au Geek Ferries, souvenez-vous, mais maintenant on va vous expliquer comment le Quidditch français se structure et comment ça fonctionne. Alors Antonin, est-ce que tu peux un peu te présenter s'il te plaît ? Donc tu l'as dit, moi je m'appelle Antonin, je suis gardien et poursuiveur dans l'équipe de Toulouse. J'essaye d'animer les entraînements avec l'aide de mon coach. Donc comme ça fait longtemps, ça fait un an et demi que je fais du Quidditch, je suis aussi là pour aider les nouveaux arrivants à essayer d'aimer ce sport et de continuer sur tout ce sport. Alors, merci beaucoup. Comme quoi il n'y a pas que le rugby à Toulouse. Alors, comment ça se passe ? Vous êtes en statut d'association et vous gérez une équipe, c'est comme ça que ça se structure ? Est-ce qu'il y a une fédération de Quidditch en France ? Alors c'est plus ou moins ça, tout simplement en France, donc il y a une association, loi 1901, qui nous sert de fédération, comme le sert la fédération du football français. C'est exactement ça, donc c'est la fédération du Quidditch français. Et donc nous, c'est pareil, on est structuré en tant qu'association, donc l'association Toulouse Quidditch qui gère le côté sportif, mais aussi le côté événementiel de Toulouse. Par exemple, notre venue au Geek Ferries où vous avez pu nous rencontrer, mais aussi des animations pour les enfants dans des colos ou des animations ici même au Parc des Expos il y a quelques mois pour la fête des familles où on a pu initier des enfants, mais aussi des adultes au Quidditch. Alors, il y a combien d'équipes de Quidditch en France ? Alors, ça dépend de ce que tu entends par équipe. Soit c'est des équipes formées comme Toulouse qui existent depuis 2011, qui ont vraiment un effectif d'une vingtaine de personnes qui vont régulièrement à des tournois, soit en tant qu'équipe, soit en tant que joueur. Mais il y a aussi des équipes plus récentes comme Bordeaux et Montpellier dans la région, qui donc sont des équipes qui existent depuis quelques semaines, quelques mois, mais qui essaient de se structurer aussi comme nous. Et il y a aussi des projets comme à Toulon, comme par exemple dans le nord de la France, il y en a pas mal. Et c'est des projets, ça peut être une ou deux personnes qui essayent de réunir des gens. Si on comptabilise tout ça, donc des projets formés qui ont une activité à des équipes plus grosses, on est à une vingtaine d'équipes. J'en ai recensé 21 quand j'ai fait ma carte de France justement pour le TGS. Mais ça peut être un peu moins, soit un peu plus, j'ai pu en oublier, mais normalement on va dire une vingtaine d'équipes en France. D'accord. Donc pour l'instant on n'est pas encore au niveau de faire des ligues, mais on commence à avoir une sacrée importance, parce que 20 équipes sur le territoire, c'est quand même pas mal. Et en plus tu nous apprends qu'il y a une équipe qui est en train de se former à Toulon, c'est une bonne chose ça. Alors les Toulonnais, on attend de vous voir. Vous savez que vous n'avez pas trop le choix pour les couleurs, voilà. Donc, tu me parlais de tournois tout à l'heure. Quels sont les tournois présents ? Est-ce que c'est nationaux ? Est-ce qu'il y a des tournois européens ? Comment ça se passe ? Alors tout simplement, la plupart des tournois sont organisés par les équipes elles-mêmes. Nous, on a fait un tournoi en janvier dernier qui s'appelle le tournoi de la Violette. Et par exemple, on va régulièrement, donc tous les ans on y va, au tournoi de ce qui s'appelle le Barcelona Mustacheim, qui est l'équivalent, donc le tournoi de l'équipe de Barcelone. Après, il y a des tournois dans le nord de la France qui sont plus petits peut-être, puisque dans le nord de la France, il y a beaucoup d'équipes, donc ils peuvent faire comme des matchs amicaux, c'est-à-dire se rencontrer juste sur un week-end, puisqu'ils n'ont que 2 heures de déplacement pour y aller. Nous, le problème, c'est que pour monter à Paris, il nous faut 6 heures, donc c'est impossible de monter juste pour faire 2 matchs. Là, c'est carrément pas rentable. Ensuite, après ça, il y a des tournois plus officiels, on va dire. La Coupe de France, on essaye d'en monter une seconde, qui est en train de se structurer. Il y a la Coupe du Monde de Quidditch. La Coupe du Monde, donc pour la première fois depuis le début de son existence, est en Europe, à Francfort là, cet été. Il y a eu la Coupe d'Europe, on est champion d'Europe, la France. Et il y a également la Coupe d'Europe des clubs, où là on est champion aussi, la France, avec l'équipe de Paris, une des équipes de Paris, les Paris Titans. D'accord. Donc on a championnat d'Europe et championnat de France, donc la Coupe de Paris. Et champion du monde, quelle est la nationalité de l'équipe ? J'ai un petit doute sur le... Je pense connaître la réponse, mais je préfère être sûr. Alors, sauf erreur de ma part, il s'agit des Américains. Parce que le Quidditch moldu, le Quidditch a été inventé par J.K. Rowling, mais ça c'est pour les sorciers, nous on est des moldus. Malheureusement, donc, on fait du Quidditch moldu, et les inventeurs du Quidditch moldu, ce sont des Américains. Tu vois, je me serais trompé, j'aurais parié sur les Anglais pour une fois. Du coup, c'est les Américains. Bon, va falloir changer ça tout de suite, c'est pas possible. Faut bosser là un petit peu. Et donc, on a une vingtaine d'équipes, ça commence à structurer un petit peu. Comment tu le vois l'avenir du Quidditch en France ? Parce que maintenant, vous n'avez plus trop le support des films, fatalement. Le support des bouquins, on espère que J.K. Rowling continue un petit peu là-dessus. Est-ce que tu penses que ça va se concrétiser, s'organiser et devenir vraiment une vraie structure sportive ?
Je dis pas que c'en est pas une pour l'instant, hein. Je dis que là on est sur quelque chose de plus organisé. Ou est-ce que tu penses que ça risque de s'essouffler? Très honnêtement. Pour moi, j'ai toujours l'espérance que dans 10 ans ça existe toujours. Malheureusement, on n'en sait rien. Après, nous, on fait tout pour structurer le Quidditch, pour se structurer en association, structurer les équipes, aussi créer une fédération. Donc ça, c'est pas nous particulièrement, mais on soutient, on essaye de soutenir, on essaye de discuter, parce que forcément, toutes les idées ne sont pas bonnes à prendre, mais toutes les idées sont bonnes à écouter. Donc il faut s'entendre, il faut se structurer. Ça, c'est ce qui va donner une base pour que le Quidditch progresse. Et après, c'est à nous aussi en tant qu'équipe d'attirer les jeunes. Tout simplement, il y a un truc qui s'appelle le Quidditch avec un K, c'est tout simplement le Quidditch. Nous, on commence à partir de 14 ans dans l'équipe, mais avant 14 ans, il y a des enfants qui veulent jouer. Pour le moment, en France, il n'existe qu'une seule équipe de Quidditch, donc de Quidditch pour les enfants, c'est à Nantes. Mais nous, à Toulouse, on espère en monter une, c'est dans les tuyaux, c'est dans les projets. Et je sais qu'il y a d'autres équipes en France qui essayent d'en monter. Tout simplement, le constat est simple. Si un enfant se met au Quidditch à partir de 6 ans, moi, dans 10 ans, j'ai beau faire du Quidditch depuis 10 ans, le gosse, il me démonte. Et c'est ça, c'est eux à qui il faut transmettre le Quidditch. Et c'est eux qui feront du Quidditch moldu sans quasiment connaître le Quidditch sorcier. Et ça, pour moi, ce serait fantastique. Le rendez-vous est pris, Antonin, merci beaucoup. En espérant que l'équipe de Toulon se structure, on sera ravis de vous accueillir pour voir un petit match Toulouse-Toulon. Pour le coup, ça risque de se régler peut-être par une victoire de Toulouse, on ne sait jamais, ça changera du rugby. Je vais me faire taper. Merci beaucoup, Antonin, super sympa. Et puis je pense que vous n'imaginiez pas l'ampleur déjà qu'avait le Quidditch et l'ampleur que ça risque de prendre. Donc voilà, vous qui êtes de la génération trentenaire, un peu comme moi qui avez des jeunes enfants, comme sport, il y a aussi le Quidditch. Pensez-y. De retour au TGS, toujours pour ce Daily Noob. Aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, je suis avec Alex. Alex qui est le président, directeur général, chef du monde de l'humanité, de tout ça, de l'ONU, des éditions Issei Kinicho. Alors, qu'est-ce que c'est les éditions Issei Kinicho? C'est des éditions qui regroupent des livres qui sont soit par illustration, soit par reportage photo, qui parlent du Japon. Alors vous comprenez que ça me parle pas mal à moi aussi. Alors Alex, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos spectateurs qui ne te connaissent pas encore, et c'est bien dommage. Alors bonjour tout le monde, le principe de la maison d'édition c'est de faire des livres sur le Japon. Donc nous à la base avec Delphine on est parti 2 ans au Japon. On a fait un blog, des photos, beaucoup de BD. On a été pas mal suivis et en fait en rentrant en France on avait envie de travailler sur des projets qui nous tenaient à cœur. Et on n'avait pas envie de les proposer à des éditeurs, on voulait vraiment faire des choses qui nous correspondent, sans modification, voilà, parce que beaucoup d'éditeurs connaissent le Japon, mais voilà, donc on a commencé à faire 2 livres photos sur les chats au Japon et sur la floraison des cerisiers, qui ont eu un super accueil. Et ensuite, après ce travail sur nos 2 livres, on a eu envie de travailler avec des auteurs qui présentaient aussi le Japon, des photographes qu'on avait rencontrés au Japon, dont Jordi qui a fait un livre sur les lieux abandonnés au Japon, qui a fait tout un travail sur l'urbex. Après ce livre-là, on a rencontré beaucoup d'illustrateurs qu'on avait rencontrés avant le Japon, qu'on connaissait par les blogs, et là on leur a proposé de faire une bande dessinée collective, donc on est 16 auteurs, on parle chacun de notre expérience du Japon, donc à chaque fois en fait, le Japon c'est une thématique de fond, et les gens parlent de leur vision, quoi. D'accord. Alors en plus, je dois avouer que t'as quand même un petit peu triché parce que tu proposes un livre sur les chats à la génération internet. C'est un petit peu la facilité ça, monsieur. Et alors justement, on parle de ce collectif d'auteurs avec de la BD. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce projet? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Est-ce que tu t'es dit on va travailler sur ce média-là justement parce qu'il y a un support visuel pour partager une expérience, c'est peut-être plus sympa? Est-ce que parce que tu t'es dit il y a cette espèce de mouvance des blogs BD, peut-être que ça peut les intéresser en ciblant sur le Japon? Quel a été le process? Alors en fait, tous les auteurs je les connaissais avant le projet. Par les blogs, parce que nous on est blogueurs BD depuis 2003, depuis le début en fait. Donc on les a rencontrés sur des salons, on a travaillé aussi parce qu'ils sont illustrateurs, nous aussi, donc on les a rencontrés depuis très longtemps, on connaît leur vision du Japon. Donc en fait quand on les a appelés, c'était pas juste appeler un auteur et lui dire écoute tu me fais 20 planches, voilà, on savait exactement ce qu'on voulait, ce qu'il faisait. Et en fait c'est même un auteur qui m'a dit ça serait bien qu'on fasse un collectif et tout, et je lui dis ouais mais peut-être que les auteurs ça va pas les intéresser. Donc j'ai envoyé un mail à tout le monde et tout le monde a dit ok c'est bon, c'est parti, on le fait. Et donc au lieu de proposer juste des planches qu'ils avaient fait sur leur blog,
beaucoup ont refait les planches, ont rescénarisé, nous-mêmes on a rescénarisé tout ce qu'on avait et ça a donné un livre vraiment avec plein de styles différents, plein d'approches différentes. Certains étaient partis juste 2 semaines, donc c'était l'émerveillement total. D'autres y vivent depuis 7 ans, donc ils sont complètement blasés. Donc on a des trucs assez incroyables, donc c'est ça qui fait la force du livre. D'accord, bah justement, à travers ces éditions, tu disais tout à l'heure, tu voulais pas passer par un éditeur parce que tu sais très bien effectivement qu'il y a une espèce d'image un petit peu fantasmée du Japon qui circule énormément, notamment dans ces milieux-là. Qu'est-ce que tu as voulu apporter justement au niveau de la vision du Japon, au niveau qu'est-ce que tu as voulu transcrire sur le Japon exactement à travers ces œuvres-là, que ce soit la photo ou sinon la bande dessinée, mais est-ce que tu t'adresses aux gens qui veulent aller au Japon pour un petit peu leur expliquer comment ça se passe? Est-ce que tu t'adresses aux gens qui connaissent déjà le Japon pour leur montrer qu'il y a peut-être encore plus à découvrir? C'est quoi ton idée, je vais pas dire ton concept, ça fait très marketing, on va dire ta ligne éditoriale derrière tout ça? En fait, il y a plusieurs niveaux de lecture dans les livres. Pour les gens qui connaissent déjà le Japon, ils vont vraiment arriver avec le livre et comprendre énormément de choses dans le livre. Certains qui sont jamais partis en fait vont avoir un premier niveau de lecture et s'ils partent au Japon, il y a des petites choses qu'ils vont enfin comprendre. Et le but, c'est effectivement, moi quand je suis rentré en France, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait dans les rayons et j'étais déçu parce que je me suis rendu compte que ça restait toujours au niveau de la découverte de base et que maintenant le Japon c'est plus une destination vraiment où peu de gens la font. Enfin, beaucoup de gens partent au Japon et quand ils reviennent ils ont envie d'aller plus loin, de découvrir plus de choses et ils l'ont pas. Et par exemple pour le livre sur les chats, c'est vraiment suivre les chats dans les petits quartiers, les endroits vraiment du vrai Japon. Et on a été contents parce que beaucoup de Japonais qui regardaient le livre nous disaient merci, vous avez vraiment pris en photo notre Japon. Et c'est vrai que pour une personne qui voit pas de lieu touristique dans le livre, elle va faire ah mais j'ai pas de lieu touristique dedans, mais une personne qui connaissait déjà le Japon, elle va être complètement plongée dedans et c'est ça qu'on cherche en fait. Écoute, merci beaucoup, merci infiniment pour ce petit aperçu. Donc on vous rappelle, les éditions Iseki Nicho, 100% Japon si ça vous intéresse. Ah, elle a fini de dédicacer, je vais peut-être pouvoir poser une question. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Alors en tant qu'auteur, parce que si je me trompe bien, si je me trompe pas, attendez. Ah, la reboot, c'est reparti. Donc, tu as donc participé à ce collectif. Quelle a été ton expérience, toi? Comment cette construction de livre, tu l'as vécu comment en tant qu'auteur? Alors moi en fait c'est moi qui tiens le blog avec Alex, Iseki Nicho à la base. Donc j'ai repris des petites anecdotes que j'avais racontées dans le blog au fur et à mesure à chaud quand on vivait au Japon. Et moi ce qui m'intéressait c'était de montrer à la fois les côtés positifs et les petites aventures et les galères un peu marrantes qui arrivent quand on est un étranger au Japon et quand on y vit pendant assez longtemps pour avoir une vision pas forcément touristique du pays mais toutes les petites choses, faire ses courses, tout ce qui change en fait au quotidien. Et c'était ça que je voulais montrer. Ça me fait vachement plaisir parce que je rencontre enfin des gens qui ont à peu près la même vision que moi là-dessus. Ça me fait super plaisir. Donc merci à vous, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi ce Daily Noob. On se retrouve très vite pour un prochain événement. À vous les studios.